Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour faire un bilan de tout ce que j'ai lu au mois de novembre. Et sur le mois de novembre, j'ai lu 12 titres. Alors, on ne va pas s'emballer. Sur ces 12 titres, il y en a 2 que j'avais commencé et déjà bien avancé sur le mois d'octobre, mais je les ai terminés en novembre, donc je vous en parle maintenant. Il y en a 3 autres où c'était des BD, donc ça se lit très vite. Et un dernier où c'était un très court roman, un essai d'ailleurs, et là aussi ça s'est lu très vite. Donc oui, en quantité il y a beaucoup, mais en termes d'épaisseur et en termes de pages, je pense qu'on est à peu près pareil que d'habitude. Non, d'ailleurs j'ai dit 12 titres, mais je m'aperçois qu'il en manque un, donc en réalité c'est 13 titres, parce que j'ai oublié de noter un livre que j'ai écouté en audio. J'allais vous dire que justement j'ai pas écouté d'audio ce mois-ci, et je me suis rendu compte de mon erreur. Si, j'en ai écouté un, mais que j'avais commencé au mois d'octobre aussi. Et alors oui, j'ai mis un mois pour le lire, enfin pour l'écouter du coup. Et comme toujours, on va faire un rapide récapitulatif par rapport aux différents challenges et objectifs que je me suis fixés pour l'année 2025. Pour lire un livre en anglais, c'est fait. Et écoutez, il valide aussi le petit challenge que je me suis lancé en début d'année, à savoir lire des livres qui ont un lien avec l'année de la mer 2025. Donc de la littérature maritime ou qui se passe en mer ou sur une île, ce genre de choses. Donc ça, c'est validé avec mon livre en anglais. Et aussi avec le tome 2 des Aventuriers de la mer, puisqu'on a continué notre lecture commune de la saga Les Royaumes des Anciens de Robin Hobb. Donc ça c'est fait aussi. J'ai aussi lu le livre qui a été choisi pour le Music and Books Challenge de novembre. C'était Les Jumeaux Croche-Mort, tome 1, La Malédiction. Le prompt c'était de lire quelque chose de cosy mais horrifique. J'ai aussi lu une non-fiction, un classique de la littérature, et je suis à jour dans mes services presse. Tout ça, ça m'a bien fait avancer, mais je suis toujours en retard sur le Reese's Book Club, bien que j'ai lu un titre du Book Club ce mois-ci. Et je suis aussi toujours en retard sur ma pile à lire ultime de 2025. Je crois qu'à ce point-là, c'est loupé. Et avec tout ça, écoutez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et comme je vous le disais à l'instant, j'ai oublié de me noter un titre, à savoir le titre que j'ai écouté en audio. Donc on va en parler tout de suite avant que je le loupe une nouvelle fois. C'était bien évidemment le tome 3 de Dungeon Crawler Carl, à savoir le livre de recettes de l'anarchiste. C'est toujours écrit par Matt Diniman et c'est toujours publié aux éditions Lurston pour sa version en papier. Mais moi jusqu'à présent, je les écoutais en audio, forcément, avec Audible. Parce que le narrateur est incroyable et parce que l'immersion est absolument parfaite. Et évidemment, comme c'est un tome 3, je ne peux pas vous en dire grand chose, hormis que c'est toujours aussi bon. Et on avance toujours dans les niveaux avec Carl, Donut et les amis et équipiers qu'ils se sont fait au fil de leurs aventures. On est arrivé ici au tome 3, donc on est au niveau 4 et un niveau un peu particulier. Ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont tous une particularité, ils se renouvellent à chaque fois, à chaque niveau, et l'histoire devient de plus en plus complexe, de plus en plus riche, avec des quêtes et des sous-intrigues. On rencontre des personnages, on en re-rencontre d'autres, et je vous le disais déjà avec le tome 2, mais c'est valable pour le tome 3, et je pense avec les tomes suivants, on se renouvelle à chaque fois et on ne s'ennuie pas. Et ce tome 3, enfin ce niveau 4, était un petit peu particulier, puisque nos amis vont se retrouver dans un niveau fait entièrement de lignes de chemin de fer. Métro, train en tout genre, quai, vous voyez un peu le truc. Et ce qui était très drôle et qui fait justement la complexité de ce niveau, c'est que ça s'intitule le nœud de fer. Vous voyez un peu ces grandes gares où vous avez des correspondances dans tous les sens, vous savez pas où vous allez, c'est ce niveau 4. Ce niveau 4 est véritablement un labyrinthe pour tous nos personnages, un labyrinthe aussi pour les PNJ, donc ces personnages non joueurs qui accompagnent et qui vont proposer des quêtes secondaires malgré eux aux personnages. Encore une fois, évidemment, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. Je peux pas dire que je l'ai adoré, les tomes 1 et 2 étaient des 5 étoiles pour moi, là je descends à 4,5. Tout simplement parce que j'étais un petit peu perdue, ce qui est absolument volontaire de la part de l'auteur. On est tout aussi perdu que les personnages qu'on suit, mais du coup, j'avais un petit peu mal à raccrocher le train, si on veut rester dans le thème. Souvent, je savais pas où j'étais, je savais pas trop ce qui se passait, je comprenais pas forcément ce qui était en train de se dérouler, et je pense que, évidemment, comme je l'ai traîné pendant un mois, ça y fait, ça joue forcément. Et si je l'ai traîné pendant un mois, c'est parce que d'habitude, mes lectures audio et surtout les Dungeon Crawler Carl, je les écoute en lisant, en allant au travail et en rentrant du travail. Mais là, en ce moment, je ne travaille plus, je n'ai plus l'occasion de conduire autant, donc j'ai beaucoup moins l'occasion d'avancer dans mon livre audio. C'est pour ça que je l'ai traîné. Et forcément, comme je l'ai traîné, j'étais beaucoup moins
à fond dedans, même si j'adore l'intrigue, forcément j'étais un peu moins embarquée. Par contre évidemment je me suis toujours autant régalée avec ce narrateur qui est Silva Agaès. J'ai encore éclaté de rire à plusieurs reprises, j'ai encore été choquée à plusieurs reprises de certaines choses qui se passaient que j'avais pas du tout venir et qui font encore renverser la situation. Vraiment, j'adore cette série. Le tome 4 vient de sortir. Au moment où je vous parle, il est sorti il y a 2 jours. Je l'ai pas encore acheté parce que oui, même si je les écoute en audio, j'ai quand même les livres en papier dans ma bibliothèque. J'ai pas encore acheté ce tome 4 parce que je sais que je vais pas pouvoir le lire tout de suite. Parce que la version audio, non seulement elle n'est pas sortie, mais en plus elle a même pas été annoncée. Et la version audio du tome 3, pour rappel, elle est sortie quand même 3 mois après la version papier. Et je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu assez d'être en retard dans la série volontairement parce que j'attends la version audio. Et là, comme je viens de vous le dire, le tome 4 il vient de sortir. La version audio du tome 4, elle a toujours pas été annoncée. On n'a pas de date. Donc on peut même pas précommander. Par contre, le tome 5 en version papier, il a été annoncé. Il sort en avril. Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, je vais passer exclusivement sur une lecture en papier. Et je ne l'ai pas pris parce que je sais très bien qu'au mois de décembre, j'aurai absolument pas le temps de le sortir de ma palle. Et je veux pas l'avoir dans ma palle pour ne pas le lire. Ok, c'est quand même ce que je fais régulièrement avec d'autres titres, mais avec celui-là, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de l'acheter et de le lire direct. Donc je vais attendre un petit peu, je pense que ce sera un achat du mois de janvier. Et franchement, je vous avoue que ça me fait même un petit peu mal de me dire que je vais pas pouvoir me lancer tout de suite dans la continuation de cette série, parce que je suis sur le Discord de Lorestone. Je discute avec des gens qui sont en train de lire le tome 4, donc ça me fait un petit peu enrager, moi, de ne pas pouvoir le lire. Mais en même temps, je sais très bien que ça va pas être fait sur le mois de décembre. Là, au moment où je vous parle, j'ai déjà 3 lectures en cours. Je vais pas me rajouter une 4e, ce serait absolument idiot de ma part. Ah oui, et du coup, pour ceux qui seraient nouveaux et qui connaîtraient pas encore Dungeon Crawler Girl, petit récap, c'est de la lit RPG, c'est-à-dire que c'est de la littérature qui prend toute son inspiration dans les jeux vidéo. Et dans cette série, on suit notre personnage principal, Carl, qui, au tout début du roman, se retrouve dehors, à 2h du matin, à secourir le chat de son ex-copine. Le chat s'appelle Donut. Et au moment où il arrive à sauver ce chat, donc il est dehors, c'est 2h du matin, il fait super froid parce que c'est le plein hiver, et lui, il est en caleçon avec sa veste en cuir et les crocs roses de son ex-copine. Bref, dans l'empressement, il a pris un petit peu ce qu'il pouvait comme vêtements. Et à ce moment-là, tous les bâtiments s'écroulent parce que les aliens ont pris possession de la Terre et ils ont éliminé comme 99,9% de la planète. Tous ceux qui étaient dehors à ce moment-là ont donc survécu et se retrouvent invités à soit rester sur la planète Terre et survivre tant bien que mal, ou descendre des escaliers qui apparaissent assez proche d'eux pour entrer dans un jeu façon télé-réalité intergalactique où il faudra se battre pour survivre. Et c'est ce que va faire Carl avec Donut sous son bras. Et sachez-le, Donut, très vite, il va y avoir un petit truc qui fait qu'elle va être capable de parler et c'est une véritable diva. C'est l'un de mes personnages préférés de tous les temps. C'est bourré d'humour, c'est parfois un peu vulgaire, je vous l'avoue, mais moi c'est du vulgaire qui me fait rire. Les personnages sont absolument incroyables, l'intrigue est très prenante et comme je vous le disais précédemment, on se renouvelle à chaque tome, tout en restant dans la trame de narration principale évidemment. Et dans ce tome 3, ce qui est intéressant et ce que j'ai compris justement avec le serveur Discord, c'est l'éditeur qui en parlait, qui disait le livre de recettes de l'anarchiste, c'est quelque chose qui existe réellement dans notre monde. Et pour pas vous dire de bêtises, je vais carrément vous lire ce qu'il a écrit parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant avec le recul après avoir terminé le livre, de comprendre un peu tout ça. Je me dis mais vraiment Matt Dillman, il est trop fort. Voilà, donc il disait sur le serveur, fun fact que personne n'a grillé, le livre de recettes de l'anarchiste fait référence à un vrai livre. Écrit par William Powell, The Anarchist Cookbook est un manifeste politique qui, parmi bien d'autres idées moins controversées, développe et théorise le droit à la violence pour provoquer un bouleversement politique, notamment contre la politique américaine, particulièrement contestée pendant la guerre du Vietnam. S'il a longtemps été controversé, il reste un symbole de résistance citoyenne culte. Dans Dungeon Crawler Girl, le titre est un tout petit peu modifié en incluant le possessif de Dungeon, Anarchist Cookbook, donc le livre de recettes de l'anarchiste. Et ce qui est intéressant, c'est justement, ça fait attrait à l'évolution du personnage de Carl, qui, sans vouloir trop vous en dévoiler, il prend de l'assurance et surtout il rage de plus en plus de se faire
contrôlé par ces aliens, par l'intelligence artificielle qui régit une partie du jeu. Et non seulement il essaie de s'en sortir, mais il essaie de s'en sortir en faisant en sorte de faire s'écrouler le système des aliens. Bref, ça fait bien trop longtemps que je parle de Dungeon Crawler Carl. Lisez la série, donnez une chance au moins au tome 1, que ce soit en version papier ou en version audio, et vous me remercierez plus tard. Ensuite, pendant mon vlog 24 heures lecture, je l'ai fait à cheval sur octobre et novembre, et donc en novembre, j'ai lu 2 titres, un en entier et un que j'avais commencé pendant ce vlog. Le premier, c'était Les Radley de Matt Haig, que j'ai lu en version numérique et qui était un titre vraiment sympa. Si vous voulez avoir mon avis plus en détail, je vous laisse dans le petit i juste ici le lien pour retrouver la vidéo, et vous le retrouverez aussi dans la description sous la vidéo juste ici. Mais sachez que j'ai passé un bon moment, c'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même une chouette lecture dans laquelle on va suivre une famille de vampires. Les parents cachent aux enfants qu'ils sont des vampires et donc ça donne toute une série de situations cocasses et ça va escalader très rapidement. J'ai bien aimé explorer ce côté vampire, mais de nos jours, avec une famille, avec des ados, avec des gens qui ne savent pas qu'ils sont des vampires, qui découvrent leurs conditions un peu par hasard. Ça se passe de nos jours, donc on est dans une époque moderne, dans une banlieue un petit peu bourgeoise. Bref, c'était un cadre vraiment hors du commun pour une histoire de vampire, et c'est ça que j'ai bien aimé. Il me semble bien que je lui avais mis la note de 3,5 sur 5. Et ensuite, j'avais commencé ma lecture du Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc, je l'avais commencé pendant ce vlog et je l'ai terminé hors vlog. Ce qui était un petit peu dommage, mais en même temps, écoutez, c'est le jeu. Je l'ai lu en papier et arrivé à un certain chapitre, c'était impossible pour moi d'accrocher. Je suis passée sur la version audio et du coup je suis restée en version audio jusqu'à la fin. Ça faisait super longtemps qu'il était dans ma pile à lire, ça faisait super longtemps qu'il faisait partie de ces classiques de la littérature que je ne connais pas mais que je veux connaître, donc j'étais super contente d'être tombée dessus pendant ce vlog lecture où c'était la roue du hasard qui faisait choisir mes lectures. Et malheureusement, alors je suis pas forcément passée à côté, mais ça a pas été un bon moment de lecture. C'est pourtant un court roman parce que dans ma version, il se termine à la page 277 et commence à la page 40. Donc en gros, il fait quand même un tout petit peu plus de 200 pages. C'est censé se lire vite. Je l'ai pas forcément traîné, mais je vous avoue que j'avais pas envie d'y retourner. Et donc, comme je vous le disais, il y a eu un certain chapitre où j'ai essayé de le lire. Et puis, je sais pas, au bout de 10 pages, je me suis rendu compte que je comprenais absolument rien et que j'étais pas du tout dans l'intrigue que je pensais suivre. Je m'en rappelle très bien d'ailleurs, c'était le chapitre 11. Si jamais vous l'avez lu, je pense que vous savez très bien de quel chapitre je veux parler. C'est un chapitre à rallonge qui est hyper long, où ce n'est que du blabla, des descriptions historiques. Moi, j'étais complètement paumée et d'ailleurs, là, ça fait presque un mois que je l'ai terminé, je sais toujours pas à quoi sert ce chapitre à part me perdre, à part perdre le lecteur, le faire décrocher. Bref, j'ai vraiment pas du tout aimé à cause justement de ce chapitre interminable qui m'a quand même fait décrocher, qui m'a fait décrocher de ma lecture. Vraiment, j'avais juste envie de m'arrêter là et de ne pas le terminer, mais il me restait pas grand chose. Enfin, pas grand chose, tout est relatif, il me restait une centaine de pages. Mais je voulais pas abandonner cette lecture alors que ça faisait si longtemps que je voulais découvrir le livre. Et malheureusement, j'ai toujours un goût amer dans la bouche. Voilà, j'ai vraiment pas accroché malheureusement, alors même que ça me semblait intéressant parce qu'on y est quand même sur une critique de la société de l'époque, mais qui fonctionne aussi avec notre société actuelle. C'est un roman vraiment autour de l'obsession, du culte de la beauté, de l'obsession de certaines personnes envers d'autres personnes. Dès le début du roman, notre personnage Dorian Gray, il est la muse d'un peintre. Et ce peintre-là en parle à un de ses amis avant même que Dorian Gray rentre dans l'histoire. On sait déjà qu'il obsède le peintre et l'ami du peintre. Et il va continuer d'obséder pas mal de personnes d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça m'a étonnée, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un roman qui est vraiment queer. On est sur une histoire où des personnages masculins sont obsédés, attirés sexuellement, romantiquement, par d'autres personnages masculins. C'est quand même fou. Et en même temps, on le sait très bien, Oscar Wilde était gay. Bref, vraiment un roman autour de l'obsession, du paraître, de la jeunesse et de la beauté. Un peu comme maintenant avec les réseaux sociaux en fait. Mais malheureusement, un roman qui m'aura surtout marqué par ce chapitre absolument atroce. Et c'est malheureusement pour ça que je lui donne une note pas très positive, puisque je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. C'est malheureusement pas un classique que je vais pouvoir vous recommander. Après cette souffrance qui a été le Portrait de Dorian Gray, je me suis tournée vers quelque chose de beaucoup plus sympathique.
le tome 2 des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, qui était notre lecture commune du mois de novembre. Et alors sachez que exceptionnellement pour le mois de décembre, il n'y aura pas de lecture commune. J'ai fait un petit sondage sur Discord pour savoir si les gens étaient prêts à s'investir dans une lecture commune sur le mois de décembre, qui est déjà un mois assez chargé. Et la majorité des personnes ont répondu non, on fait une petite pause et on reprend en janvier. Donc je lirai le tome 3, oui, mais en janvier avec la lecture commune. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien du Discord est dans la barre d'infos sous la vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Le tome 2 des Aventuriers de la Mer, lu en novembre. Et si le tome 1 était assez introductif et ça se passait surtout sur Terre, sur le tome 2, on est quand même beaucoup plus en mer. Je dirais que sur les 2/3 du roman, on le passe avec des personnages qui sont en mer. Et c'est quand même bien plaisant. On reste dans la continuité du tome 1, comme je vous disais le mois dernier. Le tome 1 en anglais, c'est les 3 premiers tomes en français. Donc forcément, on le ressent à la lecture. Autant sur l'Assassin Royal, je l'avais pas du tout senti, mais ici avec les Aventuriers de la Mer, je sens bien le découpage français. Donc forcément, j'ai pas beaucoup de choses supplémentaires à vous dire par rapport au tome 1, si ce n'est que j'aime toujours autant suivre les différents points de vue, et en même temps, dans l'Assassin Royal, on suivait un seul point de vue et j'aimais beaucoup aussi. Ça me fait toujours très bizarre d'avoir switché comme ça au niveau de narratif. Mais j'adore les relations entre les personnages, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus mature que l'Assassin Royal, parce qu'on suit tous ces personnages-là qui sont plus ou moins gris. Il n'y a pas de personnages vraiment gentils, et les personnages qui sont méchants, et ils ont quand même leur raison pour être aussi méchants, et ils sont tous nuancés, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais du fait qu'on suive plusieurs points de vue, eh bien, on avance assez lentement dans l'intrigue, lentement mais sûrement. Ça reste quand même une très bonne lecture et je lui mets la note de 4 sur 5. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que j'ai terminé 2 titres en novembre, mais que je les avais commencés en octobre. Et c'est notamment le cas du tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, qui était Le sabre des Sanada, qui était une relecture pour ma part, relecture du tome 2 sur 4 de cette tétralogie donc, qui est une série de romans historiques qui se passe au Japon médiéval. Et c'est toute la beauté vraiment de cette série. Dans le premier tome, on y suit Ichiro, qui est un enfant qui a été recueilli par un maître qui s'avérera un petit peu plus tard être un maître guerrier. Et un guerrier assez exceptionnel d'ailleurs. Dans le tome 1, on le voit dès sa plus tendre enfance devenir un adolescent et malheureusement pour lui, il va être contraint de quitter la colline dans laquelle il a toujours vécu et il va faire la connaissance du monde réel qui va être assez traumatique pour lui, mais il n'a pas le choix. Il va traverser beaucoup de moments assez terribles, très durs, et en même temps, il va se faire des amis, il va découvrir la vraie vie, et je ne vous en dis pas plus, puisque ça c'était un tout petit résumé du tome 1, mais il se passe beaucoup de choses, et dans le tome 2, on est dans la continuité du tome 1. Je crois d'ailleurs qu'il reprend juste après la fin du tome 1, et ici on est dans un tome qui est plus mature que le tome 1. Alors déjà le tome 1 c'était complexe parce qu'il y avait vraiment des passages qui étaient très durs. Mais dans le tome 2 on continue dans la lancée et Ichiro va être confronté de près comme de loin à la guerre. On continue d'explorer la thématique du deuil qu'on avait déjà dans le tome 1 et qui a un aspect encore plus particulier dans le tome 2. Donc ça reste très dur pour notre personnage principal et ses amis, mais on a toujours aussi de jolis moments. Moi ce que j'apprécie particulièrement, en plus de cette ambiance Japon médiéval, on a toutes ces descriptions de l'autrice où on a l'impression d'être sur place, on a l'impression d'être à l'époque. Elle fait appel à nos 5 sens et on est vraiment dedans. En plus de ça, elle a un style d'écriture qui colle parfaitement à l'histoire qu'elle veut raconter et au cadre de la série. C'est une plume qui est très élégante, qui prend son temps, qui retranscrit un peu toute la sagesse et la douceur de vivre qu'on imagine d'une vie au Japon. Et comme le style correspond 100% à la série, c'est une immersion absolument parfaite. Je ne peux que vous recommander de découvrir cette série. Donc comme je vous disais, il y a 4 tomes. J'ai enfin relu mon tome 2. Je vais pouvoir continuer ma découverte de cette série et enfin découvrir dans son entièreté le tome 3, L'ombre du Shogun. Ensuite, je suis passée sur ma lecture des 4 très courts BD. Les 2 premiers, c'était Minuit passé de Gaël Genivier et le second, c'était Les femmes ne meurent pas par hasard par Charlotte Rothman, Anne Bouillon et Lison Fernet.
Ces 2 titres, je vous en ai parlé en détail dans la vidéo où je lis les lauréats du prix Babelio 2025. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait. Mais sachez que pour ces 2 BD là, je leur ai mis la note de 4 étoiles sur 5. Et dans la même vidéo, je vous ai aussi parlé de Résister de Salomé Saké, qui est ici un très court roman de non-fiction qu'on peut considérer même comme un essai qui traite de la politique de nos jours. Et même si je suis pas du tout politique, j'étais contente de le lire parce que j'ai appris des choses, même si comme moi on en a ras-le-bol de la politique, ça reste hyper important. Donc là aussi je vous en parle dans la vidéo plus en détail. Et enfin j'ai aussi découvert Automnal, la BD par Daniel Kraus. Une bande dessinée que je voulais absolument découvrir pendant la période automnale, forcément, puisque c'est le cadre absolument parfait. Et je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je l'ai déjà rendu depuis un moment. Mais là aussi c'est une lecture que j'ai bien appréciée, une lecture horreur à laquelle j'ai mis 4 étoiles sur 5. On va y suivre notre personnage principal qui au début de l'histoire apprend le décès de sa mère, qui l'arrange bien parce qu'elle lui a légué sa maison et elle, on sent que c'est une galérienne dans la vie, il lui arrive que des catas et elle profite de cet héritage pour quitter son mec violent, embarquer sa fille sous son bras et se carapater dans sa nouvelle maison, qui se trouve être dans sa ville natale de Comfort Notch, la ville où les automnes sont flamboyants et les mystères sanglants. Mais au-delà du cadre automnal forcément, et du choix des couleurs qui donne encore une immersion absolument parfaite. Ce que j'ai aimé, c'est l'histoire qu'on nous raconte, l'histoire de cette femme qui revient dans sa ville natale, qu'elle appréciait pas, qu'elle avait quitté pour ne jamais revenir et où elle se retrouve contrainte de retourner vivre et qui au début du roman va se dire que peut-être c'est un coup de pouce du destin de revenir dans une ville qu'on connaît déjà. Elle va se reprendre en main et sa fille va se sentir aussi mieux dans sa vie. Mais il y a malheureusement une contrepartie et c'est la contrepartie côté horrifique. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus parce que comme c'est une BD, ça se lit très vite et on connaît très vite donc le fin mot de l'histoire. Mais étonnamment, comme c'est une BD, je vous la conseille. Je vous la conseille parce que j'ai passé un super moment et niveau horreur, on est pas mal du tout. C'est pas de l'horreur qui m'a terrifiée, mais c'est de l'horreur qui m'a fait réfléchir. Donc 4 sur 5 pour Automnal. Ensuite, j'ai aussi lu, cette fois-ci pour un vlog qui est toujours en cours de tournage, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que je vous en parle justement en détail dans ce vlog. J'ai donc lu Excalibur, tome 1, La fabrique des rois, de Gabriel Katz. Encore une réécriture du mythe arthurien, mais moi comme j'y connais pas grand-chose, j'étais super contente de rentrer dedans. Et malheureusement, je dois vous le dire, ça a été une déception. Je crois bien que je lui ai mis la note de 2 étoiles sur 5. Et encore, j'ai vraiment pas passé un bon moment avec cette histoire. Et pourtant, c'était un roman assez court que j'ai lu en moins de 6 heures. On va y retrouver toute la panoplie des personnages du mythe arthurien, donc Arthur, Merlin, Lancelot, Guenièvre et compagnie. Mais dans une réécriture un petit peu particulière puisque Arthur n'était pas du tout censé retirer l'épée du rocher et devenir le roi. Et sachez que même si c'est un roman d'imaginaire, la magie n'a pas sa place dans ce roman. Il n'y a pas de magie, il n'y en a pas. Et moi j'avais trouvé que c'était une approche qui était assez intéressante, mais j'ai pas du tout aimé l'exécution. Pas du tout. Donc évidemment, je vous en reparle plus en détail quand la vidéo sortira, très certainement en 2026, mais on s'en reparle. Ensuite, pour le Music and Books Challenge, j'ai donc lu Les Jumeaux Croche-Mort, tome 1, La Malédiction, qui est écrit par Cassandra O'Donnell, qui était notre lecture choisie par le Book Club. Et c'est un premier tome de trilogie jeunesse qui rentrait parfaitement dans la thématique du mois, à savoir Cozy Horror. On va y suivre nos 2 personnages, les jumeaux Croche-Mort, donc il y a Silence et Auriel. Ils ont 15 ans et ils sont orphelins. Au début du roman, on les rencontre, ils sont dans leur famille d'accueil depuis 1 an. Ça se passe très bien, c'est une famille très aimante, très bienveillante, voire même un peu trop pour eux. Mais l'assistante sociale va débarquer et leur dire qu'il faut qu'ils prennent leurs affaires et qu'ils s'en aillent. Parce que même si on avait déjà fait une enquête et qu'on avait cherché de la famille qui était toujours en vie, et ils avaient trouvé personne à l'époque, mais leurs grands-parents paternels sont toujours vivants et veulent les récupérer. Donc ils sont pas très enchantés, d'autant plus qu'ils connaissent pas du tout ses grands-parents, ils se sont jamais manifestés, et là d'un coup d'un seul, ils réclament de les récupérer. Pour eux ça sent pas très bon, mais ils ont pas le choix. Et quand ils arrivent dans leur nouvelle ville de résidence, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas vraiment les bienvenus, et que c'est une ville qui est assez bizarre. La ville est bizarre, mais les habitants sont très bizarres aussi. Il y a un brouillard assez inquiétant qui s'installe au quotidien et qui fait absolument flipper tout le monde. D'ailleurs, à la nuit tombée, tout le monde est rentré chez lui parce que c'est hyper dangereux. La criminalité là-bas, elle explose les scores.
et ça paraît bizarre aux jumeaux. C'est un tome qui est assez introductif. J'ai aimé ce côté-là et en même temps, j'aurais aimé qu'on aille beaucoup plus loin dans l'exploration de certains thèmes et dans l'intrigue. Quand on arrive à la fin, on se lance à peine vraiment dans l'histoire. Mais côté ambiance, atmosphère inquiétante, on est parfaitement dans le thème. D'ailleurs, ça marche très bien pour les personnes qui voudraient lire de l'horreur mais qui ont peur de flipper. J'ai aussi beaucoup aimé la caractérisation des personnages. On sait vraiment tout de suite qui est qui. Ils ont tous des caractères vraiment propres à leur personnage. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Et j'ai aussi beaucoup aimé leur façon de s'habiller, leur façon de parler. On se sent à l'époque victorienne, alors que ça se passe de nos jours. Mais les jumeaux eux-mêmes, ils le disent, quand ils arrivent en ville et qu'ils s'installent chez leurs grands-parents, ils ont l'impression d'être retournés à un siècle ou deux en arrière. C'est super bien écrit, ça se lit tout seul, et moi je vais lire les tomes 2 et 3, très certainement. En plus ils sont dispo à la médiathèque, je pourrais les emprunter facilement. Encore une série que j'ai commencé, et encore une série qui me fait sortir de ma zone de confort parce que c'est du jeunesse. Moi je pensais que le jeunesse, j'avais passé le cap depuis très longtemps. Mais apparemment non. Sachez que c'est une très très bonne lecture puisque je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et enfin, fin novembre, j'ai terminé la deuxième lecture que j'avais commencé au mois d'octobre. Je l'ai volontairement étirée parce que c'est un titre qui est assez riche, qui foisonne d'informations. Et moi je voulais pouvoir en enregistrer un maximum sans être noyée. C'est un pavé de non-fiction, mais hyper intéressant. C'était Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende, écrit par Adrien Parti. Son sous-titre, c'est Les arcanes d'une œuvre immortelle. Et donc, évidemment, on va s'intéresser à Bram Stoker et son roman mondialement connu qu'est Dracula. Et on va s'intéresser à tout ça sous différents prismes. On va s'intéresser à l'auteur, à sa vie, au contexte historique dans lequel il a écrit Dracula, au contexte social, à la façon dont a été perçu le roman à sa sortie, à la façon dont il fait toujours des ravages plus d'un siècle après sa publication, à son impact dans la culture actuelle, dans la culture de l'époque. Et comme je viens de vous le dire, c'est hyper intéressant, on foisonne de détails, d'analyses, de sujets, tous plus intéressants et plus captivants les uns que les autres. On va aussi y retrouver des interviews de personnes qui ont fait des recherches sur le roman, qui ont fait des recherches sur l'auteur, qui ont fait des recherches sur la période historique. C'est vraiment hyper bien recherché, hyper bien travaillé. Je conseille à tout le monde de le lire, que vous soyez curieux comme moi ou que vous soyez absolument passionné par le roman ou par la période historique. C'est vraiment passionnant. Ça m'a donné envie de m'intéresser à d'autres romans qui sont aussi capitaux dans notre culture. Donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires parce que je suis toujours preneuse. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 sur Babelio. Ça veut dire ce que ça veut dire. Même si j'ai mis plus d'un mois pour le lire, je me suis régalée du début à la fin. Et j'attendais de pouvoir terminer celui-ci pour enfin découvrir Dracula à Istanbul, qui a été écrit par Ali Riza Seifi et qui a été traduit par Adrien Parti. Et quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit que c'était une traduction très très libre du roman de Dracula de Bram Stoker, mais en turc. Et que c'était tellement libre que, comme le titre l'indique, ça se passe pas en partie à Londres, mais à Istanbul. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai post-ité parce que dès le début du roman, je me suis dit waouh, il y a tellement de changements par rapport au roman original que j'avais envie de noter un petit peu tout ça. Alors j'ai pas écrit dans le livre, mais j'ai mis plusieurs post-it. À chaque fois qu'il y avait un élément qui me frappait ou je savais que c'était pas du tout dans le roman original, je l'ai post-ité. Et puis au bout d'un moment, je me suis calmée parce que, par exemple, pour les noms des personnages, j'ai pas mis de post-it, mais tous les personnages ont leur nom changé, sauf celui de Dracula. Et la raison pour laquelle le nom de Dracula n'a pas été changé, elle est primordiale dans le roman. On l'apprend ici notamment. On a toujours dit que Dracula était basé sur Vlad l'Empaleur, qui était un personnage historique sanguinaire du XVe siècle et qui s'est battu avec acharnement contre la Turquie, mais là-dedans on va découvrir que c'est pas forcément le cas. Par contre, l'auteur ici, Ali Riza Seifi, il en a fait clairement son cheval de bataille. Il en a fait un élément qui a son importance dans sa traduction, puisque l'un des personnages va le dire tout de suite. Il a le nom d'un personnage historique qui nous a fait du mal à notre nation turque. Et ça va servir au traducteur de mettre la Turquie au centre vraiment
de son intrigue. Pas uniquement dans son cadre, dans son décor, mais comme élément important à l'histoire. C'est une façon vraiment pour lui de déclarer son amour patriotique. Si jamais, comme moi, vous avez lu une fois ou à plusieurs reprises Dracula, je vous conseille vraiment de lire celui-ci parce que ça va être une expérience unique en son genre que de découvrir un roman qui a été tellement retravaillé, mais pourtant traduit parfois mot à mot, qu'on va se demander si c'en est pas tout simplement du plagiat. Moi je me pose vraiment la question parce que c'est assez flou. Elle est où la frontière entre traduction libre, adaptation et plagiat? D'autant plus qu'on l'apprend dans les différents documents introductifs et postface. Ali Riza Saifi, certes il a traduit Dracula, mais quand il a traduit et qu'il a sorti, il a jamais dit que c'était une traduction de Dracula. Il a jamais dit « j'ai traduit Dracula de Bram Stoker, vous pouvez le lire, il est en turc ». Non. Donc une expérience vraiment unique. Je remercie les éditions ActuSF parce que c'est eux qui m'ont envoyé ces romans en service presse. Et voilà, même si j'ai mis le temps, je suis super contente de les avoir découverts. Je voulais absolument les lire dans cet ordre-là. D'abord découvrir tout ce qu'Adrien Parti avait à dire sur le sujet, avant de me pencher sur ce roman absolument fou. Vraiment, je suis trop contente. J'ai passé un super moment. C'était ahurissant, mais c'était génial. Et enfin, j'ai terminé tout récemment Wild Dark Shore de Charlotte McConaghy, qui a été donc ma lecture en anglais, ma lecture qui valide le côté littérature de la mer, et aussi ma lecture qui valide le Reese's Book Club. C'était la lecture du mois de novembre et je l'ai lu en novembre. Absolument parfait. J'ai pas forcément rattrapé mon retard sur l'année, mais je suis pas en retard sur ce mois-ci. Et sachez que c'est un roman qui sort en français tout début janvier sous le titre Les fantômes de Shearwater. Et ça va sortir chez Actes Sud. Et comme je commence à être au bout de ma vie parce que ça fait plus d'1 heure que je parle, je vais vous lire directement les résumés français. Dominique Salt et ses 3 enfants sont les gardiens de Shearwater, une île perdue au milieu de l'océan austral. Site de la plus grande banque de graines du monde, Shearwater abritait jusqu'à il y a peu de nombreux chercheurs, mais la montée des eaux a précipité leur départ. Les Salt sont désormais les derniers habitants, mais voilà qu'un soir, durant la pire tempête que l'île ait jamais connue, une femme s'échoue mystérieusement sur le rivage. Qui est-elle? Est-elle vraiment venue ici par hasard, comme elle le prétend? Alors c'est marrant parce que je m'aperçois à l'instant que Babelio a classé ce roman, entre autres, dans le genre science-fiction. Pas du tout. Non. Non. Il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de science-fiction, c'est vraiment du 100% réel. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que tout de suite, on se rend compte que la femme échouée, elle a ses secrets. On ne sait pas au début pourquoi elle est là. Même nous, lecteurs, on va le découvrir au fur et à mesure de la lecture. Mais au début, on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle refuse de le dire, elle n'aborde pas vraiment le sujet. Elle s'arrange d'ailleurs pour l'éviter. Mais on se rend compte que Dominique et ses enfants, eux aussi, ils ont un secret. Et ce secret-là, on va mettre beaucoup plus de temps à le découvrir. On le comprend vers la fin d'ailleurs. C'était la 2e fois que je lisais Charlotte McConaghy. La première, c'était avec Je pleure encore la beauté du monde, que j'avais lu l'année dernière d'ailleurs, dans mon challenge Babelio 2024. Et même si je ne regarde pas un souvenir très marquant, j'avais énormément apprécié son style d'écriture, qui emploie des mots simples, qui est très doux et qui en même temps nous impacte. Et j'ai retrouvé ce style-là avec Les fantômes de Shearwater. Elle a vraiment ce don pour me faire sentir toute petite par rapport à la nature, par rapport à notre planète, par rapport à notre condition humaine. Et elle aborde vraiment les sujets écologiques de la nature, mais des humains aussi. C'est vraiment un thème qui est central dans son œuvre, notre rapport à la nature. Donc forcément, elle va aborder ce sujet-là dans ce roman, mais aussi le deuil, la vie et la parentalité. La parentalité maternelle, paternelle et des enfants envers les parents. C'était hyper beau et en même temps c'est terrible, ça touche vraiment au fond du cœur. Et le cadre de cette île isolée au milieu de l'océan, c'était absolument parfait pour ce qu'elle voulait raconter. C'était absolument parfait pour ce que moi je voulais lire. Je me sentais vraiment au bout du monde, sur une île qui est battue par les vents et où la solitude se fait très lourde. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages qui sont là aussi très nuancés. On s'attache à eux et en même temps on sait qu'ils sont pas parfaits. Mais les obstacles et les blessures, parfois les vraies blessures, parfois les blessures émotionnelles qu'ils portent et qu'ils essaient de guérir, c'était tellement réaliste, c'était tellement beau. C'est
hyper touchant. Et j'ai aussi adoré le côté mystère. C'était ce que je reprochais avec Je pleure encore la beauté du monde. Le côté mystère m'avait laissé de côté. C'était une partie qui était importante du roman, mais moi j'avais vu tout de suite la résolution venir. Elle était sous mon nez dès le début et ça m'avait déçue. Avec Les Fantômes de Shearwater, c'était pas du tout le cas. Et quasiment jusqu'à la fin, je me suis posé des questions. Donc forcément, j'ai passé un super moment avec ce roman que je vous recommande. Que vous le lisiez en anglais, Wild Dark Shore, ou en français, à sa sortie, Les Fantômes de Shearwater. Moi, je pense que vous alliez être bluffés. Franchement, ça m'étonnerait pas du tout de le retrouver dans la sélection Babelio 2026. Et si c'est le cas, je voterai pour lui parce que c'était incroyable. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, juste parce qu'il y a un petit bémol que je me suis pas empêchée de relever. Nos personnages se mettent très régulièrement dans des situations périlleuses. C'est dangereux, mais on s'en fout, on y va quand même. Et du coup, le nombre d'événements et d'éléments dangereux qui se trouvent dans ce roman, c'est assez important et c'est peut-être un peu too much. Mais ça ne m'empêche pas du tout de vous recommander ce roman. Foncez les yeux fermés. Et comme j'ai plus beaucoup de batterie, on va s'arrêter là. Il n'y aura pas de palle du mois de décembre, mais sachez que je vais essayer d'avancer à fond sur ma pile à lire ultime et sur ma palle du Cold Winter Challenge. Donc vous pouvez retrouver les vidéos qui y sont dédiées dans la barre d'infos sous la vidéo, évidemment. Et si vous avez loupé le mémo, je vous le redis, mais n'oubliez pas, à partir de maintenant, il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le samedi, à chaque fois à 10h. À très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!